Alors, on va revenir un petit peu sur cette notion de composant web, ou web component en anglais. Alors, les web components, c'est pas quelque chose qui a été introduit par Angular, en fait, c'est quelque chose maintenant d'assez ancien, c'est quelque chose qui a été introduit par notamment HTML et la dernière version HTML5. Et sur HTML, en gros, on avait cette notion de web component qui a été mise en place, mais qui n'est pour l'instant pas encore complètement implémentée sur tous les navigateurs de la même façon. Les spécificités, les spécifications même des web components HTML sont encore relativement vagues, et pour cette raison, les différents frameworks, pas uniquement Angular, mais également Vue ou encore React, ont implémenté leur propre web component. Par contre, pour ce qui est de l'utilisation du web component, on reste dans la même idée. L'idée ici, ça va être de découper les différentes parties de votre application en des petits bouts logiques que vous allez ensuite assembler les uns avec les autres pour créer des applications extrêmement complexes. Ce qui se passait avant, lorsqu'on créait des applications sans framework front-end, on créait ce qu'on appelait des applications serveurs, et on avait donc une page HTML avec une page JavaScript, une page CSS, et on avait énormément de code à l'intérieur de ces pages, et ça devenait très très lourd et assez compliqué à maintenir. Avec l'utilisation des web components, on va essayer justement de réduire cette complexité en divisant les différentes problématiques et les différentes parties de l'application en différents composants. Donc c'est quelque chose qui est assez intellectuellement assez facile à se représenter. Donc on a vu que pour la mise en place des composants sur Angular, donc on a vu qu'on utilisait les décorateurs TypeScript, donc les décorateurs qui nous permettaient de spécifier un certain nombre de caractéristiques sur nos classes, sur les classes qui sont définies juste en dessous. Donc vous allez voir en gros que ces fameux décorateurs, eh bien on a en gros un décorateur par type d'élément Angular. Donc on va les présenter au fur et à mesure, hein. Il y a énormément d'éléments, on a les modules, on a les composants, on a les directives, on a beaucoup de choses, les services, etc., etc. Et vous allez voir que chacun de ces éléments ont leur propre décorateur. Et ces décorateurs, en fonction du type d'élément qu'on va mettre en place, ici un component, on va avoir un certain nombre de propriétés qu'on va pouvoir spécifier, et ici on avait déjà préalablement montré un petit peu les différentes propriétés, donc on avait notre selector. Donc le selector, rappelez-vous, c'est ce qu'on retrouvait, c'est ce qui est utilisé pour utiliser dans la partie HTML pour pouvoir matérialiser le composant. Donc là, si on regarde par exemple un template.html classique, on peut aller par exemple dans l'index, on a des balises HTML qui sont natives. Donc là, par exemple, on a body, on pourrait avoir un titre avec un H1, on pourrait avoir une division, on pourrait avoir une div, on pourrait avoir une liste, on pourrait avoir plein de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tags HTML. Et c'est des tags HTML natifs, donc qui sont compris évidemment par l'ensemble des navigateurs, sauf que nous, on va utiliser des tags qui ne sont pas natifs, justement. Donc avec l'utilisation de ce uproot en HTML, il ne signifie absolument rien. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au moment où le CLI va construire votre application, il va enregistrer ce uproot pour pouvoir le remplacer au moment du runtime, donc au moment où l'application va être exécutée sur le navigateur de l'utilisateur, et bien ce uproot ici, cette balise uproot, va être remplacée par le composant. Et le composant, à ce stade, il est composé de 3 fichiers, mais au moment du runtime, évidemment, les 3 fichiers vont être mixés ensemble et vont représenter un seul bloc, un unique bloc. Mais l'idée ici de séparer ce bloc en 3 fichiers différents pour ce qui est du développement, ça va nous permettre de faciliter le code et de rendre les choses un petit peu plus claires, puisque on va avoir beaucoup de logique, beaucoup de HTML, beaucoup de CSS, et c'est plutôt sympa, enfin c'est une approche en tout cas de séparer les trois. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur les autres frameworks CSS d'ailleurs. Par exemple, si vous prenez Vue, eh bien, les composants Vue, ils sont regroupés, enfin toutes les différentes parties du composant, que ce soit le HTML, le CSS ou la logique, sont regroupées dans un même fichier. Sur Angular, on a décidé de le séparer en 3 fichiers différents. Alors, ensuite, donc pour les autres parties, on a vu qu'on avait le template URL, donc ça correspond, qui a pour valeur une chaîne de caractères, qui correspond donc à l'emplacement de la partie HTML du composant. Et vous avez le style.url, style URLs, qui comprend cette fois un tableau. Hein. Faites bien la différence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on va pouvoir préciser éventuellement plusieurs fichiers de style pour un component. Alors, vous pouvez tout à fait également créer un composant sans préciser de fichier CSS. Imaginez par exemple que vous avez défini un grand nombre de classes génériques que vous utilisez par exemple, que vous avez mis en place dans votre fichier style.css, vous n'avez pas forcément besoin de spécifier du CSS pour ce composant, et bien vous pouvez tout à fait vous passer de cette propriété. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est utiliser un component sans définir un template URL. Donc à partir du moment où vous n'avez pas le template URL, votre composant n'est pas fonctionnel. Alors, au moment où votre application va être construite, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, grâce au décorateur ici, on va aller récupérer le contenu du template.html, on va aller récupérer le CSS, et on va mixer tout ça pour créer une entité unique, un bloc, notre component, qui va être, lui, utilisé ensuite dans notre application.
Alors Angular a fait le choix qu'au moment du développement, on va séparer l'emplacement du template.html et du CSS pour essayer de séparer les différents éléments d'un même composant, pour éviter de créer trop de complexité, mais ça c'est un choix du framework Angular. Par exemple, si vous utilisez Vue, si vous connaissez Vue.js, eux regroupent et le HTML et le CSS et le JavaScript dans un unique fichier. Donc voilà un petit peu comment ça se compose sur Angular. Maintenant, il y a une question qu'on pourrait se poser par rapport à ces composants, c'est que, rappelez-vous, Angular permet de créer des single page applications, des applications avec une seule page. Et cette page, qui va être envoyée à l'utilisateur quand votre application aura été compilée pour la production par le CLI, eh bien ce sera notre index.html. On constate que ici, on n'a pas de balise script. Vous avez vu, dans notre index.html, il n'y a aucun JavaScript, il n'y a aucune balise script qui nous permettrait de faire référence à un fichier JavaScript, tel que vous devriez le connaître si jamais vous avez déjà des notions de JavaScript et de HTML, ce que je vous souhaite, sinon la formation va être un petit peu difficile. Alors, comment est-ce que le CLI procède pour justement ajouter le JavaScript à notre index.html et pour que notre output ici soit reconnu comme étant quelque chose de normal dans votre page HTML? Parce qu'évidemment, si vous envoyez le index.html comme ça à un navigateur, le navigateur ne va pas être content simplement parce qu'il ne connaît pas cet élément et que pour lui, ça n'a absolument aucune signification. Eh bien, on va voir comment le CLI opère et on va voir comment est-ce que tout cela fonctionne dans la vidéo suivante.